You know nothing, Jon Snow. Got a theory. Could be Barney. Sit down. You never say thank C'est pas faux. you. That's what the money is for. C'est bon, Loulou? The danger. I am the one who knocks. I think that I may be the voice of my generation. Bonjour tout le monde et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui décortique les tendances et l'actualité des séries. Je m'appelle Anaïs Bordage et je suis en studio avec la nouvellement parisienne Marie Telling. Salut Marie. Salut Anaïs. Et aujourd'hui, on a aussi des invités. Olivier Joyard, critique série et cinéma et réalisateur de documentaires. Bonjour Salut. Olivier. Et Nora Boisouni, critique série notamment pour Slate.fr. Bonjour Nora. Ça y est, on est en 2020, on est toujours vivant pour l'instant. Et pour bien commencer l'année, on s'est dit que ce serait pas mal de jouer au jeu des prédictions. À quoi vont ressembler les séries du futur ? Qui va gagner la guerre du streaming ? Va-t-on enfin un jour atteindre la PIC TV ? Ou est-ce que le nombre de séries va croître et croître et croître jusqu'à ce que l'apocalypse zombie vienne enfin nous dévorer ? Évidemment, nous ne sommes pas devins, mais avec notre expérience commune, nous allons peut-être pouvoir apporter quelques éléments de réponse. Mais avant ça, le pic de la semaine. Nora, c'est quoi ton pic ? J'ai enfin terminé une série qui est pas toute récente, ça date de 2013, et ça s'appelle Breaking Bad. Je sais pas si vous connaissez Breaking Bad. C'est vraiment parce que juste avant qu'on commence à enregistrer, on en parlait. Et 13e sur notre classement des 20 meilleures séries des 20 dernières années, ce qui a énervé beaucoup de gens. Olivier disait que sur le classement des Unrock, elle était 36e sur 40 des années 2010. Voilà, donc moi je l'ai fini il y a quelques jours, et j'ai trouvé que c'était extraordinairement bon. Et j'étais comme une dingue, donc c'est mon pic émotionnel de l'année. Voilà, je l'ai quand même commencé il y a très longtemps pour Slate d'ailleurs. Je pense qu'il y a même quasiment genre 8 ans. Ah ouais. Et ouais, pour un article que j'ai écrit sur les séries versus la vraie vie, genre est-ce qu'on peut être dealer de meth et gagner autant que Walter White. Voilà, donc je fais des recherches Google, fabriquer de la meth, donc je pense que Google a dû me fliquer pendant quelques temps. Voilà, donc c'est mon pic Bravo. Série vieille, mais tu vois, all is new quoi. Olivier, c'est quoi ton pic ? Moi, c'est un pic d'il y a 2 semaines, ça va, j'ai le droit. Ça va, t'as le droit. C'est Irresponsable, la dernière saison, la comédie d'OCS avec Sébastien Chassagne qui raconte un trentenaire qui revient chez ses parents, enfin chez sa mère à Chaville, et qui découvre qu'il a un fils adolescent. Et ça s'est terminé, c'est rare les séries françaises de comédie dramatique de 26 minutes qui ont une vraie fin, une vraie destinée comme ça. Donc il y avait Les Grands qui était une série ado il y a quelques mois. Donc OCS sait conclure ces séries. Ça m'a fait assez plaisir de voir ça. C'est vrai. Et toi, Marie, c'est quoi ton pic ? Et moi, figure-toi que cette semaine, j'ai découvert que David Simon était en train d'adapter le roman de Philip Roth. Alors déjà, David Simon, pour reprendre, c'est le créateur de The Wire, de The Deuce, de Trémé. Donc, c'est un peu le grand maître de la série naturaliste américaine. Et là, il est en train d'adapter un des meilleurs romans de Philip Roth, l'auteur américain qui est mort l'an dernier, qui est un roman qui s'appelle Le complot contre l'Amérique, qui est un roman dystopique où Philip Roth réimagine son enfance dans le New Jersey des années 40-50. Sauf que ce qu'il imagine, c'est que Charles Lindbergh, l'aviateur très célèbre, est devenu président des États-Unis. Sauf que Charles Lindbergh, il était très connu pour être un antisémite notoire et pour être un isolationniste. Et il avait été très populaire dans les années 40. Au final, il n'a pas été élu à la présidence, c'est Roosevelt. Mais donc, le destin de l'Amérique aurait été très différent s'il avait été. Et ce qu'imagine Philip Roth, c'est le quotidien d'une petite communauté juive du New Jersey sous les politiques antisémites de ce président. Et c'est une histoire qui est assez résonante à l'heure actuelle, parce qu'on a un président très populiste aux États-Unis et surtout parce qu'on a une résurgence des actes antisémites aux États-Unis, mais aussi dans le reste des pays occidentaux. Et donc c'est vrai que voir un auteur, un créateur de série comme David Simon s'emparer de cette histoire, on a vraiment hâte de voir ce qu'il va faire avec. Ça va sortir en mars sur HBO. Et toi, Anaïs, c'est quoi ton pic ? Mon pic de la semaine, c'est tout simplement l'apparition, encore une fois, de la barbe poivre et sel de Jeremy Strong aux Golden Globes, qui est une barbe magnifique. Je vous invite à chercher sur Google Jeremy Strong Beard et vous verrez, c'est absolument délicieux. Mais malheureusement, ce n'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, on parle du futur des séries. Si on fait le bilan des 20 dernières années dans le monde des séries, un des bouleversements majeurs, c'est l'arrivée des plateformes de streaming, évidemment. Il y a Netflix, mais il y a aussi Amazon Prime Video, Hulu, Apple TV,
Disney+, il va bientôt y avoir HBO Max, donc on a un peu tous envie de mourir. Et on est à un point où on commence à parler de guerre du streaming. Olivier, Netflix domine le marché depuis quelques années. Est-ce que tu penses que leur toute-puissance va finir par s'arrêter à un moment ou pas du tout ? Ouais, Netflix est encore dans une phase d'expansion. Finalement, ils sont arrivés il y a moins de 10 ans pour vraiment faire, je crois que c'est 2013, House of Cards, à l'époque où les algorithmes leur disaient qu'il fallait faire une série avec Kevin Spacey comme personnage principal sur la politique américaine. Ça aurait bien changé aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça le problème, j'ai envie de dire. Évidemment, là, comment dire, il y a un bouleversement énorme avec l'arrivée d'Apple, l'arrivée prochaine de HBO Max, c'est-à-dire HBO puissance 2, 3, 4, 5, on sait pas encore exactement. Hulu, ça fait quelques années que ça existe déjà. Donc oui, moi je crois qu'on n'est pas encore arrivé tout à fait au top. Je crois qu'il y a eu les chiffres de FX, qui est la chaîne américaine qui fait chaque année une sorte de bilan du nombre de séries. C'est eux qui ont inventé l'expression Peak TV, enfin John Landgraf, le patron de FX, et c'est 532 séries aux États-Unis en 2019. Voilà. Donc, en plus, comme on voit... On les a pas toutes vues. De manière heureuse, comme on voit de plus en plus de séries internationales, c'est-à-dire qui viennent d'Israël, d'Angleterre, du nord de l'Europe, un peu de France parfois, bientôt d'Inde, on espère, qui produit beaucoup. Donc, ouais, c'est pas terminé encore. Donc, moi, je pense que Netflix a encore une position dominante parce qu'ils ont un tout petit peu plus d'expérience que les autres. Et puis que surtout, on voit qu'ils dirigent le marché puisque HBO fait... Alors c'est pas du Netflix qu'ils font, mais en tout cas ils ont accéléré leur production, c'est-à-dire qu'ils sont passés d'un modèle de la curation où chaque série était faite main et vraiment... ils allaient jusqu'à refuser parfois des super projets comme The Nick de Soderbergh parce qu'ils disaient on n'a juste pas le catalogue cette année, on n'a pas la place dans le catalogue, alors que maintenant ils produisent énormément. Et HBO ne dira plus jamais on n'a pas la place parce que maintenant c'est AT&T qui dirige HBO et ça rigole plus. Nora ? Oui, c'est ça, AT&T, en fait, quand le nouveau boss est arrivé, il y a un mémo qui a leaké, enfin on le retrouve facilement en googlant son nom et en googlant HBO, Netflix... séries, niches, etc. En fait, le mec a dit on fait du contenu. C'est simple, hein, il faut attirer le chaland. Donc on va produire pour attirer le maximum de personnes, avoir le maximum de niches, de tags en fait dans les séries. Moi, je pense que plus globalement, j'ai du mal à imaginer un monde où il y aurait autant d'acteurs de plateformes de streaming. Je pense qu'ils vont les gros vont manger les moins gros en fait, comme les GAFAM finalement. J'ai du mal à croire que Google va laisser tout le monde prendre sa part du gâteau. Et ne rien faire. Je le vois un peu comme un système de câble où au final il va y avoir des abonnements qui vont rassembler plusieurs plateformes parce que aussi du point de vue du consommateur, c'est pas vivable en fait de devoir payer 5 ou 6 abonnements pour pouvoir suivre toutes les séries qu'on veut suivre. Donc c'est ça, mais après on a ce que fait un peu Canal+ en France en agrégeant les abonnements à Canal, Netflix et bientôt Disney+, je crois. Ouais. Mais sur Facebook, par exemple, la série Limetown, elle est en accès gratos, donc Facebook Watch. Sur YouTube, il y a plein de séries, les nouvelles productions originales YouTube qui sont en accès gratuit aussi. Quand on est Facebook ou Google, on a les moyens aussi de produire gratos, de perdre un peu d'argent. Et j'ai lu il y a quelques jours que Disney+ pense n'être bénéficiaire qu'en 2023. C'est-à-dire que les mecs, ils se disent, mais en fait, on a tellement de pognon qu'on peut être bénéficiaire pendant 3 ans. Ouais, puisque Disney est bénéficiaire depuis 1953, tu vois. Ouais, exactement. C'est incroyable. Ils ont tellement de franchises qu'ils n'ont pas vraiment de pression à ce niveau-là. C'est ça, comment les plateformes font pour se démarquer, vu qu'il y en a de plus en plus et qu'elles produisent chacune de plus en plus de séries, comment tu fais pour attirer quelqu'un pour dire abonnez-vous à ma plateforme plutôt qu'à celle du voisin ? Le plus important pour les plateformes à l'heure actuelle, c'est d'avoir des séries qui attirent, parce qu'il y a tellement de séries qu'il faut qu'elles attirent par elles-mêmes. Donc les façons de faire ça, c'est déjà avoir un gros casting de stars. C'est ce qu'on avait avec The Morning Show, avec Apple TV. Apple TV+, ouais, je crois que c'est le nom complet. Voilà. Mais il y a aussi les franchises, c'est-à-dire que The Mandalorian de Disney+, ça mise sur toute la fanbase de Star Wars. Et les gens qui, comme moi, n'aiment pas Star Wars, mais aiment bébé Yoda. Oui, voilà. Bon, ça, c'était le coup de maître de The Mandalorian. Mais après, on a aussi un catalogue. Certaines plateformes vont avoir un catalogue énorme. Par exemple, HBO Max va récupérer Friends. Peacock, qui va être la plateforme de NBC, va récupérer The Office. Sachant que Friends et The Office sont les séries en fait les plus regardées de Netflix quand elles étaient encore sur ce catalogue-là, plus que les séries originales, c'était les vieilles séries qui attiraient les gens sur la plateforme. Voilà, après Netflix récupère Seinfeld, donc qui va aussi à mon avis être énormément regardée parce que c'est une série culte et qui va être redécouverte. Donc ça veut pas pour autant dire que Netflix va ralentir,
Mais il y a vraiment cet effet d'avoir des séries phénomènes en fait pour attirer le public. Et il y a aussi un nouvel effet où c'est un peu comme un système de vieux studios hollywoodiens où les plateformes de streaming vont se rattacher à des talents. On le voit avec Shonda Rhimes qui a un énorme contrat avec Netflix, et on le voit aussi avec Phoebe Waller-Bridge qui a signé un énorme contrat. Phoebe Waller-Bridge, celle qui est derrière Fleabag, Killing Eve et bientôt Run pour HBO. Elle vient de signer un énorme contrat avec Amazon. Et puis Ryan Murphy aussi, quand même prolifique comme personne. Voilà, et qui a énormément de projets qui vont sortir là sur Netflix cette année. Et Vice et Benioff aussi de Game of Thrones qui ont signé avec Netflix. Ouais, c'est ça. En fait, chaque plateforme a son écurie un peu. C'est affreux, quoi. C'est vraiment, on dépouille tout le monde des talents. Donc Benioff qui était sur HBO pour Game of Thrones, qui se fait piquer par Netflix. Enfin, c'est vraiment le mercato des joueurs de foot, quoi. Après, HBO récupère d'autres talents. Enfin, moi, ça me fait de la peine pour personne dans le. Je crois que j'aurais jamais de peine pour HBO, hein, pour des gens. Moi, je me pose juste la question de savoir qu'il y a tant de séries et il y en a tellement plus chaque année. C'est comment est-ce qu'on peut les faire aussi bien? C'est tout, oui, c'est en ça. fait. Non, c'est ça. Le temps n'a pas changé. Il y a toujours 365 jours dans une année et une saison à faire par an. Et si un network ou une chaîne ou un streamer met, je sais pas, 50, 60 nouvelles séries par an, je vois pas comment ils peuvent même lire tous les scénarios, quoi. À la limite. C'est ça, et puis presque proche de ça. Ce qui change aussi, c'est pour le consommateur, en fait, c'est d'essayer de distinguer un peu dans cette offre qui est de plus en plus grande. Comment on fait pour s'y retrouver? Il y a quand même un gros changement. C'est aussi la manière dont on consomme les séries. Avant, on regardait un épisode par semaine, et maintenant, les saisons sont mises intégralement en ligne sur les plateformes. Donc, on a beaucoup plus de mal, en fait, à tous consommer les séries au même moment. Nora, est-ce que pour toi, c'est un modèle pérenne, ou est-ce que tu penses que le binge-watching, à un moment donné, on va plus en pouvoir, quoi? Moi, je pense que c'est du cas par cas. Il y a des séries que j'aurais détesté binge-watcher, qui pour moi, par exemple, exemple très récent, Servant, que je conseille à tout le monde, hein, si des gens n'ont pas vu, c'est vraiment montré sur Apple. Servant. C'est la série qui est executively produced et réalisée en partie par Nachi Shyamalan. Ah oui. Avec, j'ai oublié, Lorraine Ambrose, Six Feet Under, Servant, notre rousse préférée, qui est vraiment une très 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 bonne série. Là, elle touche à sa fin. Il reste 2 épisodes, je crois. Qui est une série donc qui est diffusée une fois par semaine, le vendredi, je crois, sur Apple. Et j'aurais détesté l'enchaîner en une fois, parce que comme les séries du genre True Detective, etc., sur Reddit, il y a plein de gens qui ont des théories. Moi, j'ai plein de théories. C'est une série horrifique, hein. C'est un thriller horrifique. J'en dis pas plus. Regardez pas le trailer. Vraiment, les gens qui nous écoutent là, qui veulent regarder la série, on n'a rien le droit de pilote. dire sur le bébé, tu veux dire? Comment? On n'a rien le droit de dire sur le bébé. Non, on peut rien dire sur le bébé. Exactement, Olivier. Du coup, c'est une série qui est pas faite pour être bingée. En fait, il faut pas oublier que les séries, c'est des auteurs et des autrices qui les écrivent, et ils et elles les écrivent en sachant souvent comment elles seront diffusées. Donc on n'écrit pas une série hebdo comme on écrit une série dont la saison 1 va être entièrement sur Netflix ou ailleurs, puisque maintenant Netflix n'a plus l'apanage des séries à binger comme ça. Moi, ce qui me désole, c'est que il y a pas longtemps, j'ai lu sur YouTube un commentaire, je sais plus sur quoi, c'était un vidéo SS sur une série dont j'ai oublié le titre, et quelqu'un mettait, donc une personne française mettait moi les séries qui sortent par semaine c'est insupportable, moi je veux une saison d'un coup. Alors c'est quelqu'un qui clairement n'a pas de nos âges, hein, on n'a pas non plus 70 ans, mais bon, oui, quelqu'un qui a peut-être grandi avec ce mode de consommation. Exactement, c'est quelqu'un qui avait l'air d'avoir, je pense, 15-16 ans et qui a grandi avec les séries Netflix données d'un coup et qui trouvait ça insupportable de devoir attendre une semaine pour mater la suite, quoi. Et vous bingez, Olivier, tu binges toi les séries? Ça fait 15 ans, quoi. Non, en France, c'est depuis 24 heures, mais déjà la télé française diffusait 2 ou 3 épisodes des séries à la suite, donc on avait quand même cette ou Urgence sur France 2 même, pour les plus jeunes d'entre nous. Mais il y a donc c'est pas une pratique vraiment nouvelle pour moi. En réalité, j'ai l'impression que depuis 24 heures chrono, la plupart des gens ont découvert The Wire comme ça en France avec les DVD en regardant la suite. Donc Netflix n'a fait finalement que surfer sur ce mode de consommation qui transforme beaucoup à la fois le rapport qu'on a affectif aux séries, parce que il y a pas la même chose d'attendre une semaine que ça dure 1 an dans notre vie, ou 6-8 mois, disons, ou même 1 an. Une série de This Is Us, par exemple, là, en ce moment, c'est diffusé de septembre à mai, à l'ancienne, quoi, comme les networks. Et c'est un plaisir. J'ai envie de dire, on peut avoir tous les plaisirs, donc c'est plutôt bien. Il y a pas vraiment, la question n'est pas vraiment de savoir si ça va s'arrêter d'un côté ou de l'autre. Apple, ils mettent leur série 1 fois par semaine et non pas d'un seul coup par saison, je pense, parce qu'ils en ont encore pas assez. Ouais, c'est ça, leur catalogue est tellement faible. Donc ils testent un peu leur façon de diffuser les séries en brandissant l'étendard du vintage. En gros, nous, on fait vraiment comme les vrais, quoi. Mais je pense que c'est pas du tout ça. Mais la question est aussi quand même de se dire que tu dis prononcer ce mot, vous avez prononcé le mot plusieurs fois, consommateur, contenu.
avant on regardait des séries, maintenant on consomme des contenus. C'est un tout petit peu angoissant ça, et C'est que triste. ce soit en binge watching ou toutes les semaines, ça change pas grand chose. Ouais. Toi, tu t'aimes bien binger, Marie, ou t'es pas trop Bon, ça dépend des séries, en fait. J'ai pas forcément de... Ce que je remarque quand même, c'est qu'il y a un changement, peut-être un peu plus au niveau de l'écriture, où j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de séries où, enfin, avant quand même les séries, même si on avait tendance surtout en France à les binger plus souvent, parce que on recevait la saison d'un coup ou des choses comme ça, elles étaient conçues quand même pour être consommées, ou pour être vues, désolée, une fois par semaine, et donc il y avait quand même quelque chose qui tenait en haleine un peu plus, alors que parfois quand je découvre les séries Netflix par exemple, il me faut plusieurs épisodes pour rentrer dedans, et par exemple je trouve que on en parle beaucoup avec Anaïs, mais les pilotes sont un peu moins, on a l'impression d'avoir perdu un peu l'art du pilote au fil des années, où ils nous happent beaucoup moins dans leur univers, et il faut un peu plus de temps pour rentrer dedans, et je pense que c'est parce que les plateformes ont moins de pression, parce que ils savent qu'il y a le petit truc à la fin, voilà. le petit décompte qui va dire prochain. Moi, ça me rend dingue qu'il l'ait ait raccourci. Ça dure à peine 3 secondes maintenant. Ouais, voilà, c'est ça. Donc on te laisse même plus le choix. Ah non, mais là, c'est dingue. Elle se trouve pas la télécommande, t'es là. Non, puis t'es un samedi soir ou un dimanche soir, et tu regardes un épisode, t'as rien d'autre à faire, tu vas en regarder un deuxième, et peut-être que tu vas commencer à rentrer dans l'univers au bout de 3 épisodes. Ouais. C'était pas vraiment comme ça avant. J'ai l'impression qu'il y avait un peu plus de pression pour nous faire rentrer dans un univers dès les premiers épisodes. Ça nous impliquait aussi un peu plus, parce que c'était à nous de faire le choix, vraiment de se dire ça, c'est une qualité suffisante pour moi pour que j'ai envie de voir la suite, alors que maintenant, c'est Netflix qui décide à notre place qu'on va regarder en fait les 3 prochains parce qu'on a rien d'autre à faire, quoi. Moi, ce qui m'embête, non mais c'est vrai. Netflix nous surveille, tu vois, ils se rendent compte. Ce qui m'embête le plus dans cette consommation, justement, en parlant vraiment de consommation et ces nouveaux modes de visionnage, c'est la frustration que ça engendre sur tu vas en parler avec tes potes, et moi maintenant, la phrase que j'entends, c'est attends, dis rien, j'en suis qu'à l'épisode 6. Ah oui. Et ça, c'était pas comme ça avant. C'était mieux avant, la vieille. Non, mais c'est vrai, maintenant, c'est vraiment les potes ont tous commencé la saison parce qu'on regarde plein de séries similaires, machin. Et on te dit, il m'en manque 2, il m'en manque 3. Alors qu'avant, c'était pas la même chose, quoi. Tu pouvais rattraper plus facilement, regarder une fois par semaine. T'avais une semaine pour le mater. Là, t'as un week-end pour regarder une série. Et puis après, tu te fais spoiler aussi parce que je sais que vous aimez parler de spoilers. Mais maintenant, si t'as pas vu la série Netflix le week-end, le lundi, t'as un peu genre, je zigzague entre les spoilers sur Twitter. Et ça fait disparaître le water cooler moment, qui est quand la même machine à café française, qui a été la clé du plaisir de regarder des séries pendant très longtemps. C'était effectivement le fait de se retrouver le lendemain et de pouvoir débriefer un moment très important autour de la machine à café. Et surtout des séries comme Game of Thrones où tu te retrouvais le lundi. Ou Lost, quoi. Ça a marché sur Game of Thrones cette année, ça a marché. C'est vraiment. Tout le monde a dit que c'était la dernière fois. Ouais. En fait, il y a eu Big Little Lies aussi qui a recréé un petit peu ça, mais de plus en plus, il y a plus de ce qu'on appelle aussi la appointment TV, le fait de prendre un rendez-vous toutes les semaines pour regarder un nouvel épisode. Et donc, vu que plus personne n'est au même niveau, on peut plus autant discuter. Il y a plus cette expérience un peu commune de débriefer un épisode. Après, il y a des expériences communes autour des mèmes, par exemple. Là, avec The Mandalorian, tout ce qui est autour de Baby Yoda, c'est quand même c'est une expérience commune. C'est un peu différent de ce qu'on avait avant de se retrouver le lundi matin autour de la machine à café pour discuter de quelque chose, mais il y a quand même une expérience commune qui... En fait, la machine à café a été remplacée par Twitter, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, mais vu qu'on n'est pas tous au même moment de la série, moi, il y a des gifs que je vois passer sur une série qui sont pas des spoils, donc je m'en fous. Je me dis, mais sauf que je comprends pas, quoi. Et alors que la série vient de sortir, mais j'ai pas eu le temps encore de la regarder en entier, quoi. Parfois, ça peut te donner envie de regarder la série. Oui, complètement. Moi, j'ai vu Baby Yoda et je me suis dit, allez, je vais peut-être essayer The Mandalorian. Et t'as regretté? J'ai pas fini encore, donc ça m'a pas accroché plus que ça, mais c'est vrai qu'il est mignon. Vous pensez que le water cooler moment va disparaître justement à cause de ces nouveaux fonctionnements, ou est-ce qu'il va faire un retour en force et qu'on va se remettre à tous avoir des expériences de communion géniales autour des séries? Ouais, je crois que c'est fini quand même. En gros, c'est vraiment que pour les gros événements. Du coup, en ce qui concerne les séries, il y en a 3, 4, 5 par an peut-être. Mais sinon, c'est le sport, c'est toutes les choses un peu en direct, quoi. Mais avant, c'était quand même structuré autour de l'idée d'une industrie qui avait besoin de créer des rendez-vous pour ses ressources publicitaires, etc. Là, le modèle est tellement différent qu'ils ont besoin juste qu'on s'abonne, donc c'est plus du tout... En fait, on suit depuis nous et nos prédécesseurs, on suit depuis 50 ou 100 ans le rythme de l'industrie, quoi. Avant, les gens allaient au cinéma le samedi matin ou je ne sais quoi. D'ailleurs, tu parles de cinéma, tout s'est transformé. C'est un peu tu fais ta transition. Exactement. Parce que c'est un peu l'autre gros changement, c'est que effectivement, par exemple, les cahiers du cinéma ont décrété fin 2019 que le meilleur film de la décennie, c'était Twin Peaks,
qui n'est pas un film. Donc il y a quand même un gros changement là à l'heure actuelle, c'est qu'il y a de plus en plus de réalisateurs, d'acteurs, de producteurs du cinéma qui s'investissent maintenant dans les séries, et on en vient parfois à plus trop savoir si ce qu'on regarde est une série télé telle qu'on les a conçues avant. Est-ce que Marie, tu penses qu'on va arrêter un jour de faire la différence entre cinéma et télévision? Je sais pas si on va arrêter de faire complètement la différence, mais je pense que moi, dans les évolutions que je vois ces dernières années, c'est une des plus intéressantes, et je pense que c'est une de celles qui vont être le plus marquées sur les années à venir. C'est-à-dire que il y a vraiment un floutage des frontières entre le cinéma et les séries. Avec avant, les séries, c'était vraiment la petite cousine un peu ingrate du cinéma, où on commençait sa carrière mais on voulait pas forcément y rester. Et puis l'essor de la télé prestige, il y a eu une arrivée des talents du cinéma. Ça coïncide aussi avec un moment dans l'univers du cinéma où il y a de moins en moins d'opportunités. Hors grosses franchises à la Star Wars, à la Marvel et tout ça, ou hors très petits films. On a eu une disparition un peu des films indés. Les films à moyen budget, en fait, Exactement. ont disparu. C'est pour ça que Steven Soderbergh aussi s'est dirigé vers la télé. Donc, il y a vraiment eu je pense que les talents du cinéma ont découvert beaucoup plus d'opportunités de créativité à la télé et de liberté. Et je pense que ça contribue à un floutage quand même un peu des frontières, où d'un coup, alors qu'avant la télé mettait vraiment l'accent sur l'écriture, on a de plus en plus d'œuvres télévisuelles qui mettent vachement l'accent sur la réalisation, ce qui est très bien, mais c'est juste... Ce qui est une marque du cinéma, où on a toujours pensé un film comme vraiment le produit d'un réalisateur, alors qu'une série était plutôt le produit d'un showrunner et des scénaristes, quoi. Oui, voilà. Et puis maintenant, on se retrouve avec des séries comme Big Little Lies, où si on demande à la plupart des gens qui est le créateur de Big Little Lies, ils vont peut-être plus penser à Jean-Marc Vallée ou à Reese Witherspoon, qui sont respectivement le réalisateur et la productrice exécutive. Je perds son nom. David E. Kelly, voilà, quand même, de Practice, Ali McBeal. Oui. Mais oui, c'est vrai. Mais je pense que les noms qui viennent d'abord à l'esprit sont pas forcément le sien, alors que traditionnellement dans les séries, c'était quand même le cas. Et je pense qu'il y a aussi le fait que tellement de séries existent sur Netflix, mais aussi maintenant tellement de films qui sont des films à Award, il y a un floutage aussi au niveau de la consommation, c'est-à-dire que un film comme Marriage Story ou The Irishman sont des films tellement longs qu'il y a beaucoup de gens qui vont les regarder sur Netflix, sur petit écran, donc sur leur ordinateur parfois, et en plusieurs fois. Et ça, c'est une consommation typique des séries et pas du cinéma. Et du coup, j'ai l'impression que ça se rejoint un peu, quoi. Ouais. Nora? Il y a un type d'ailleurs qui a proposé un découpage sériel de The Irishman. Il s'est pris une volée de bois vert par plein de gens. Pour revenir à la phrase des cahiers du cinéma et à la meilleure série, c'est Twin Peaks. Moi, j'étais en plateau avec Arnaud Desplechin et qui a dit que il parlait de The Wire comme d'un film. Je voyais qu'il se trompait pas, il faisait exprès, donc il dit mais c'est un film merveilleux, et je lui dis excusez-moi, vous venez dire que c'était un film? Il me dit oui, un film. Je dis mais c'est une série? Il me dit pour moi c'est un film. Il y a Barack Obama qui a fait aussi dans son classement où il a dit les meilleurs films de l'année, et puis après il dit et les séries qui sont aussi bonnes que des films. Je trouve ça mais d'une condescendance, d'un mépris total vis-à-vis du genre sériel. Et en fait c'est aussi une question de génération, quoi. Quand on regarde Scorsese qui parle de Avengers comme si on lui avait présenté un gros tas de merde dans une enveloppe, quoi, je trouve ça hyper méprisant vis-à-vis de choses qui sont très regardées. Peut-être parce qu'il est jaloux, peut-être parce que sa série, elle a pas très très bien fonctionné. Ouais, parce qu'il n'est pas de la même génération, effectivement. C'est génération, puis après, il y a des générations qui sont moins connes que d'autres, hein. C'est pas parce qu'on a plus de 50 ans qu'on est forcément... Ceci dit, quand j'ai lu après, mais ça, c'est peut-être pas le débat, mais quand j'ai lu sa tribune sur New York Times, je trouve que quand même, il a une réflexion qui est plus réfléchie que ça, quoi, sur le sujet du... Oui, il y a une raison pour laquelle il parle de... mais c'est-à-dire que lutter contre la condescendance envers les séries, c'est évidemment notre mission à toutes et à tous, je pense, j'espère en tout cas, qui aimons les séries en tant que genre spécifique et particulier. Mais en même temps, on peut se poser la question de qu'est-ce qui différencie en termes de cinéma ou de série, Twin Peaks et Avengers, je veux dire, où est le cinéma, où est la série? Très franchement, je crois pas que ce soit délirant de poser la question. Plusieurs années avec des personnages récurrents. Sur l'idée de la mise en scène, sur l'idée de comment on fabrique un spectacle, comment on conduit un récit. Lynch est vraiment, mais c'est aussi une sorte d'exception un peu sublime, quoi, il transcende tout. Il est vraiment et il est cinéaste, absolument transgenre de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il est il est cinéaste, mais il a toujours fait des séries, quand même. Ça fait.
Et il va être, sans doute, on se souviendra de lui à la fois pour ses films et pour ses séries, donc enfin sa série. Enfin, il en a fait une autre, mais je crois qu'elle a pas très bien marché. Et ses recettes de quinoa sur YouTube aussi. Ah oui, et la méditation transcendantale. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, en fait, l'univers David Lynch. Mais multi-talent. Ouais, voilà. Moi, ce qui m'exaspère, c'est qu'on oublie qu'il y a plein de façons de faire des séries et qu'il n'y a pas de façon mineure d'en faire un épisode qui se répète toutes les semaines. Enfin, les séries policières un peu à l'ancienne, les formules à chaude. Moi, j'aime beaucoup ça. Enfin, j'ai beaucoup aimé ça parce que j'en vois pas trop en ce moment. Il en reste quelques-unes, je crois, mais je les regarde plus trop. J'aimerais qu'elles reviennent. J'aimerais que Netflix prenne le risque de faire ça. Il y a et on se dit pas. Evil, c'est vrai. qui une série procédurale. C'est celle de un peu Michael Michel King et ouais, c'est ça. Ouais. C'était les créateurs de The Good Wife et de cette série extraordinaire dont j'oublie toujours le nom, avec des parasites qui rentrent dans la tête des gens à Washington. De zombies, Brain Dead, qui est génialissime, qu'il faut regarder. Il y a une seule saison, c'est fantastique. Il y a un autre gros changement. Il y a non seulement l'industrie dont on a beaucoup parlé, mais il y a les formats eux-mêmes des épisodes et des séries qui sont en train de changer. Il y a notamment certaines séries qui semblent avoir été créées uniquement pour répondre à des algorithmes. Olivier, tu parlais de House of Cards qui a un peu inauguré ça. Netflix l'a aussi fait avec Maniac plus récemment, où Cary Fukunaga, le réalisateur, expliquait que quand Netflix lui donnait des notes pour modifier un peu sa saison, il lui disait là, selon nos données, on sait que les utilisateurs vont arrêter de regarder si tu mets telle scène. Donc peut-être que tu devrais la couper. Et en fait, c'est comme ça qu'il a un peu reconstruit certains épisodes de la saison pour mieux correspondre aux attentes de Netflix qui étaient basées sur les données des utilisateurs. C'est quand même un peu fou. Olivier, est-ce que tu penses que les algorithmes vont dominer la création des séries dans le futur ? Cet exemple, je sais pas si c'est l'apocalypse ou c'est une sorte d'expérimentation géniale, quoi. Tu vois, de dire on va couper une scène parce qu'on prédit à l'avance en côté Minority Report que nos abonnés ne vont pas. Ouais. C'est, en tout cas, on s'y confronte, on n'en est pas là partout. C'est-à-dire, je crois qu'il n'y a pas que les États-Unis dans la vie, et je crois qu'en Angleterre, en France, on n'écrit pas les séries comme ça, on y réfléchit, enfin, on peut l'espérer. Cela dit, non, il y a des séries Netflix en France. Peut-être qu'ils envoient des notes. Qu'ils ont dit, mais après, c'est très Netflix, justement. C'est pas forcément, enfin, je pense pas qu'HBO ait la même approche. C'est un peu le grand débat dont j'ai essayé de parler un peu tout à l'heure entre la curation et l'idée de faire des séries par algorithme, quoi. Alors évidemment, c'est un peu une opposition binaire, c'est un peu plus subtil que ça, parce qu'il y a des séries Netflix comme The OA. Bon, elles ont été annulées. Mauvais exemple. Elle a été annulée au bout de 2 saisons, mais elle a quand même existé, quoi. Ou Russian Doll, qui ont pas l'air d'avoir été écrites avec des algorithmes. C'est simplement, l'algorithme, c'est l'inconscient hollywoodien depuis toujours, d'un certain point de vue. C'est-à-dire les grands patrons, les grands studios ont toujours voulu industrialiser le contenu. Enfin, expliquer et prévoir les goûts du public. Oui, puis après, il y avait ça avec, enfin, si on regarde avec les sitcoms aussi, enfin, il y avait des sitcoms à recettes, quoi. Enfin, où on répétait un peu les mêmes recettes. Les pilotes étaient testés tout le temps. Oui, même les scènes, s'il y avait moins de rire sur un gag, ils réécrivaient le gag en direct, en public, ils réécrivaient, voir si ça marchait plus près du public. Donc, il y a un peu, c'est de l'A/B testing, en fait, il y a ça aussi. Après, moi, ce qui m'a intéressé récemment, c'est Warner Bros qui annonce un partenariat avec une firme d'intelligence artificielle pour dire on va pareil faire les algorithmes, machin. Donc le cinéma va déjà s'y mettre, c'est quand même un peu flippant. Moi, ce qui me fait flipper, c'est 2 choses. C'est d'une part, ça veut dire quoi ? On va avoir des séries hyper consensuelles, faites pour soi. Déjà qu'on a de plus en plus de séries, on en parlait, plus de 500 séries scriptées aux États-Unis l'année dernière, des séries de niche, de plus en plus de séries de niche. Parce qu'il faut attirer un public, le rendre accro, avoir une grosse fanbase qui est puissante, etc. Satisfaire plein de gens, mais du coup, on va créer encore plus de j'ai l'impression de micro-niches, avec des caractéristiques très spécifiques. Oui, en fait, c'est fait ta c'est-à-dire customise, tu sais, du DIY de ta propre série. Donc moi, j'aime ça, j'aime ci, j'aime pas ça. C'est quand même les séries les plus fragiles, en général, qui disparaissent en premier, quoi. Enfin, tu vois, Amazon a fait I Love Dick, elle a pas fait de 2e saison. C'est ça que je crains, en fait, surtout. C'est-à-dire que la normalisation dont tu parles, ou le côté, les niches, c'est un peu gênant, mais c'est, je dirais, la tendance mondiale, ça va peut-être s'équilibrer au bout d'un moment. Les niches vont pouvoir, accéder à un public plus large peut-être, mais il faut encore qu'on les fasse exister, quoi. Enfin, parce que là, quand même, les prochains projets d'Amazon, c'est Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, les gros projets. En fait, on sort un peu d'une époque bénie où il me semble qu'il y a plein de séries de niche, entre guillemets, qui ont pu se terminer selon leurs propres termes, comme The Leftovers ou Crazy Ex-Girlfriend ou Alten Catch Fire, qui n'étaient pas énormément regardées, mais les chaînes leur ont donné la liberté créative de se terminer comme elles le voulaient. Et je pense qu'on arrive peut-être à la fin de ça, où maintenant, il y a des enjeux trop importants pour qu'on laisse vraiment une série faire 3-4 saisons si elle fonctionne pas assez bien. Après, Game of Thrones,
c'est une série de niche. Hein. Oui, bah. Je veux dire, à la base, c'est quand même un truc. C'est après, quand même... le livre avait quand même un énorme. Ouais, alors ça, il y avait le livre avant. Mais c'est vrai que quand elle est arrivée en France, moi, je sais qu'un ancien collègue m'en a parlé. Et moi, j'étais en mode. Pourtant, j'aime bien la fantasy, plutôt en bouquin d'ailleurs. Mais il m'a parlé de cette série. Je me suis dit, ah bon, ok, j'avais vu les trailers et tout. J'étais là, bon, je suis pas sûre. J'ai regardé, j'étais là, ouais. Après, j'étais là, ok, en fait, je vais. Donc, je crois que j'avais enchaîné quasiment la saison 1 qui était déjà sortie. Mais c'est vrai qu'à la base, la fantasy, c'est quand même pas non plus un truc très grand public, en série en tout cas. Voire, c'est considéré comme un truc pour ados ou pour enfants. Game of Thrones, je trouve que c'est un essai très bien transformé d'une série qui, à la base, ils ont dû se dire, bon, ça va nous coûter vachement de pognon. C'est quand même la culture dominante. Depuis le règne des blockbusters, c'est une culture plutôt orientée vers les adolescents, le public jeune. Ouais, mais disons HBO, qu'à la télé, on n'avait pas encore beaucoup vu ça avant. Et puis HBO surtout, moi c'est vraiment le côté cette chaîne-là. Oui. Chaîne pour adultes, chaîne pour adultes, Prestige TV et tout, qui fait les Sopranos. C'était un risque à l'époque. Mais après, ils avaient quand même intégré beaucoup d'éléments HBO. Enfin, il y avait énormément de nudité, énormément de sexe qui attirait aussi, qui attirait énormément un public jeune et masculin qui, typiquement, allait vers HBO de toute façon. Il y a une dernière question que je me pose, moi, c'est par rapport à la PIC TV, c'est l'ère dans laquelle on est depuis 2015, comme tu le disais Olivier, depuis que John Landgraf a utilisé ce terme pour décrire l'ère où il y a trop de séries, donc 532 l'année dernière, on n'en peut plus. Le nombre n'arrête pas d'augmenter. Nora, qu'est-ce qui vient après la PIC TV ? Est-ce que c'est la Super TV ? Est-ce que c'est l'Hyper TV ? La No TV. L'Infinite TV. Non, en fait, moi, ça me fait... j'ai l'impression que là, autour de la table, on est des spécialistes de séries, journalistes et tout, critiques, et qu'en fait, le grand public voit pas vraiment la PIC TV, en fait. Nous, on est bombardés de communiqués de presse, on se tient au courant aussi, on fait de la veille. On a une obligation professionnelle de regarder pas mal de séries quand même. Moi, il y a plein de gens de mon entourage qui aiment les séries, mais qui font pas le métier qu'on fait et qui entendent pas parler de la moitié des trucs que je peux regarder ou mater la bande-annonce. Et il voit bien qu'il y a de plus en plus de séries. Ils sont pas en ermite dans une grotte, mais avec du wifi. Mais pour eux et pour elles, c'est pas vraiment un problème, quoi, parce que ils et elles sélectionnent et ils vont pas. En fait, nous, le problème quand on est journaliste série, c'est qu'on va chercher les trucs. Donc et après on se dit j'ai plus le temps de tout regarder parce qu'on est allé chercher. Mais si tu vas pas chercher et t'es pas abonné à toutes les chaînes YouTube des chaînes, du coup des plateformes qui te balancent 15 annonces par semaine, t'es pas au courant qu'il y a autant de séries qui sortent. Donc finalement ton choix tu le fais plutôt parce que des potes vont t'en parler, plutôt t'en entends parler par un média différent. Donc j'ai l'impression que la PIC TV ça concerne plus les professionnels de la série. Et c'est le signe qu'on est en PIC TV en fait. Puisque si tout le monde n'est pas au courant, ça veut dire qu'il y en a trop. Mais je veux dire, qu'il y a un océan. Ce qui est négatif, c'est la curiosité, quoi. C'est-à-dire que si on est obligé de demander à nos potes qui pensent comme nous, systématiquement quoi regarder, ça devient un problème. Et quelles sont les séries qui sortent du lot, quoi? Parce que moi, quand je parle sur les algorithmes pour nous dire lesquels il faut regarder, justement parce qu'il y en a trop, c'est ça le problème. Oui, puis même, on se repose aussi sur les séries qui viennent à nous. Donc, en règle générale, moi, les gens que je connais qui regardent pas énormément de séries, ils regardent tous Stranger Things. Là, ils ont regardé The Witcher, je sais pas trop pourquoi, mais et du coup c'est les trucs qu'ils voient sur leur page Netflix qui va s'afficher et qui va leur être proposé, et je me dis il y a énormément de très belles séries qui ont peut-être moins de budget, qui sont peut-être pas mises en avant sur la homepage de Netflix ou d'Amazon. Ouais, mais le cinéma c'est pareil. Vous regardez le nombre de films qui sortent par semaine. Oui, et il y a des quinzaine, films. C'est énorme. Personne n'a le temps de regarder tous les films. Même quand t'es journaliste cinéma, t'as pas le temps de regarder tout ce qui sort. Faut que tu te concentres sur un genre, etc. Ou des prods. Enfin bref, tu fais un choix. En série, tu sais que tu t'engages peut-être sur plusieurs années. Bien sûr. Mais quand t'es journaliste, en fait, les journalistes cinéma, on n'a jamais parlé de PIC cinéma. Enfin, tu vois, moi, c'est ça qui si, ils en parlent. Les journalistes littéraires disent qu'il y a trop de livres. Enfin, il y avait beaucoup de choses. On est quand même dans une culture de l'abondance. J'ai l'impression que pour les séries, ça devient plus un problème que le reste, quoi. Alors que quand tu regardes justement, il y a un engagement sur tellement longtemps. Enfin, moi, si je dois suivre 15 séries par saison, par semestre, c'est énorme. Émotionnellement, c'est un poids, en fait, parce que c'est des personnages qu'on va retrouver sur un plus long terme que une salle de cinéma. Même au niveau du temps, quoi. Enfin, moi, même au niveau de mon agenda, j'ai pas le temps de regarder autant de séries. Faut faire des choix. Ouais. Plus personne parle d'âge d'or, par contre. Parce que c'était un peu ce qui était, disons, à partir de 2000-2005, on commençait à parler de ça. Moi, j'étais au Cahier du cinéma à l'époque. On avait fait un numéro spécial à l'été 2003, ça s'appelait Série l'âge d'or. Voilà, 17 ans plus tard, je pense que les cahiers de toute façon ne referaient pas ça. En tout cas, les cahiers actuels. Mais je pense que personne ne se risquerait à dire qu'on traverse un âge d'or. C'est autre chose. Vous pensez qu'il va y avoir un jour moins de séries ou que la bulle va continuer à grossir sans jamais éclater ? Moi, j'ai l'impression
que ça va peut-être faire oui, je pense que ça va éclater. C'est une prédiction un peu à la con, hein, c'est mon avis perso, mais j'ai l'impression que, pour revenir au début de l'émission sur la guerre du streaming, je pense qu'à un moment donné, les petits vont se faire bouffer par les gros, et que ça va produire. Netflix commence depuis quand même pas très longtemps à arrêter des séries en plein milieu. Ça a étonné un peu tout le monde qu'on arrête au bout d'une saison une série. Je pense que les plus gros vont survivre. C'est un peu la vraie guerre, quoi. Ça se passe toujours comme ça dans l'industrie, et qu'on va arrêter d'avoir. Je pense pas qu'on puisse arriver à 1000 séries scripted TV par an, quoi. Enfin, j'ai du mal à voir ça. Il y avait ce que disait Olivier au début sur les séries internationales où, enfin, j'ai l'impression, si on regarde le catalogue de Netflix, je pense que bien 50% des séries, en fait, c'est des séries, enfin, il y a énormément de séries coréennes, par exemple. Il y a énormément de séries et je pense que ça va continuer à grossir. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus de productions qui Il y a de nouveaux marchés, en fait, qui voilà, sont exactement. Plus, ouais. Avant de se quitter, on va faire un dernier tour de table. Si vous aviez un seul vœu pour les séries des 20 prochaines années, ce serait quoi? Nora, vas-y. Moi, c'est un vœu juste parce que je voudrais bien qu'il y ait un The L Word à la française et qu'il soit pas un The L Word avec des gens qui ont l'air de sortir de Photoshop, qui ont des métiers comme coiffeuse et qui ont des appartements avec 15 chambres. Oui, parce que je le dis, je suis très déçue du reboot, mais je savais que je serais déçue parce que j'ai suivi The L Word à l'époque. Je suis si vieille que ça. Et je suis très déçue du reboot au point que j'ai regardé que les 2 premiers parce que ça m'a complètement gavé. On dirait un mix entre une pub pour une machine à café ou pour, tu vois, il y a un truc très lisse et tout. Je veux un truc pour adultes, quoi. Genre, je veux pas un truc pour les filles de 20 ans, quoi. Je veux un truc pour les meufs de mon âge qui ont 34 ans bientôt et voilà, je veux un truc avec des gouines et des billes et qui soit à la vraie vie et qui soit chouette, quoi. Parce que c'est bien de faire des séries pour ados avec des personnes trans, c'est génial. Moi, j'aurais rêvé de ça quand j'étais ado. Mais nous, on est adultes et on a aussi besoin de se voir à l'écran et de voir des choses qui changent. Voilà. C'est mon souhait. Donc, pour rappel, The L Word, l'original, c'était une série créée par Eileen Chaiken sur un groupe de lesbiennes à Los Angeles et elle vient d'être rebootée. Donc, la nouvelle version s'appelle The L Word Génération Q. Ouais. Voilà. Q, quoi, pas Q. Et c'est diffusé sur Canal et on est donc très mature. et c'est Marja Ryan Lewis, la nouvelle showrunneuse. Olivier, si tu avais un vœu pour les 20 prochaines années en série, ce serait quoi? Je rejoins Nora sur ce besoin de réalité, de qu'on nous parle de nous un peu. Et surtout en France. En fait, c'est plutôt ça mon vœu, c'est que les séries françaises se réveillent vraiment. C'est-à-dire qu'on n'est pas une exception, 2 exceptions, on se dit ah c'est génial 10%, et puis au bout de 4 ans on se rend compte qu'il y a personne qui est arrivé à la cheville de 10% sur ces sujets-là, une série grand public de comédie, donc il y en a plein, il y a tellement de choses à explorer en France, ça vraiment je le souhaite, mais je suis pas très optimiste. Par contre, je trouve qu'il y a pas dans les chaînes de diversité de points de vue vraiment, et ce que fait Netflix pour l'instant en France est assez catastrophique, ou en tous les cas très limité, disons, pas catastrophique mais assez limité, donc et comme Canal+ fait autant de séries qu'avant, ils en font pas plus et elles sont pas si différentes. Voilà, je suis un tout petit peu angoissé. Si vous nous écoutez, vous avez 20 ans pour créer une série française à la hauteur de nos attentes. Marie, ton vœu pour les 20 prochaines années, qu'est-ce que c'est? Le mien, il est pas très optimiste non plus, mais ce serait qu'on se concentre un peu plus sur la qualité que la quantité. Enfin, surtout des producteurs comme Netflix ou même HBO Max. Là, enfin, j'aimerais bien. Je vais voir ce qu'ils vont faire, mais oui, enfin, mettre un peu plus l'accent sur moins de séries, mais des meilleures séries. Je pense qu'on sent le burn-out. Voilà. Mais c'est vrai que c'est horrible comme nom, HBO Max, quoi. C'est vraiment, je mets mes couilles sur la table. Ouais, c'est ça. Où ça fait un peu compagnie aérienne, quoi. Mais ce qu'ils ont dit en plus, c'est que HBO restera l'endroit pour le prestige adulte et HBO Max, c'est le reste. Ouais, c'est déjà un peu, ça te donne pas envie, quoi. C'est tous les trucs un peu de merde, on les mettra dans HBO Max. Ouais, après, ils ont quelques projets qui, moi, personnellement, m'enthousiasment vachement. Enfin, ils ont Station 11, qui est une adaptation d'un super roman. Du roman d'Emily St. John Mandel. Voilà, qui va sortir, enfin, je pense en 2020, ils ont pas encore annoncé de date, mais ça va être sur HBO Max, et ça, enfin, c'est le genre de projet où je me dis ça serait vraiment cool, donc, enfin. On attend de voir. Et toi, Anaïs? Moi, mon vœu, ce serait qu'on revienne à des épisodes de moins d'1 heure, parce que j'en peux plus des épisodes qui durent 1h11. 22 minutes. Ouais, c'est juste insupportable. Maintenant, toutes les séries se sentent obligées, pour montrer qu'elles sont prestigieuses et intelligentes, de faire des épisodes trop longs. Et parfois, c'est bien un épisode long, mais pas tout le temps. Donc, s'il vous plaît, à l'avenir, faites des épisodes plus courts. Ouais, c'est pour ça qu'il y avait de la pub avant. C'est parce qu'il y avait de la pub sur les networks. C'est pour ça qu'on faisait des épisodes de 42 minutes. Hein. L'épisode de 1 heure, c'est une invention des années 2000. Ouais. Et parce qu'avec la pub, ça durait bien 1h30. Non, ça durait, il y avait 18 minutes de pub, en fait. Enfin, voilà. Conclusion, c'était mieux avant. Faites comme Atlanta. Enfin, mais sans la pub. Plein de formats différents selon ce que vous avez à dire. Voilà. De plus en plus, on voit que ça, c'est l'avantage de l'époque. Pour le coup, on a vraiment plus et on a cette liberté incroyable. C'était PIC TV. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci Marie, merci Nora, merci Anaïs, merci Olivier. Merci.
PIC TV, c'est un podcast à retrouver tous les 15 jours sur slate.fr ou sur votre appli de podcast préféré, mais c'est aussi une newsletter à retrouver également sur slate.fr dès la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez nous donner 5 étoiles, nous contacter sur les réseaux sociaux ou sur pictvnewsletter@gmail.com pour nous dire qu'on est génial. Salut!